Avant de démarrer ce conseil, je voudrais rappeler une règle élémentaire. Les élus sont des personnages publics. Un conseil municipal est un événement qui peut être filmé et enregistré par n'importe qui, entre guillemets, n'importe qui. Juste une précision, ne doivent pas apparaître les autres personnes dans la salle, sauf à avoir leur autorisation. Donc, je vais faire l'appel. J'espère que j'ai été claire dans ma précision. Alors, Béatrice de François, elle est là. Benjamin Hervieux. Présent. Annie Ponce. Présent. Thierry Pierreport. Avons des pouvoirs à Rosine Turbé. Rosine Turbé. Brigitte Sox. Présent. Marc Verlier. Présent. Nicole Floira. Jean-François Brie. Annie Valéjou. Irma Del Pozo. Niki Guilbeault. Bernard Vince. Cathy Durand. Benjamin Borz a donné le pouvoir à François Bardon. Jean-Luc Brégy. Fabienne Martinez-Casavat a donné le pouvoir à Annie Ponce. M. Saint-Ignan est absent. François Bardon. Sandrine Luttard. Pauline Dupuis. Jean-Philippe Gray est absent. Ensuite, nous avons Henri Lagarrigue. Julia Amra qui a donné le pouvoir à M. Lagarrigue. Stéphane Pigeon. Nicole Lalanne. Elle va arriver, pour l'instant elle est absente. Jean-Marc Fartois. Marie-Laetitia Chartier. Et Frédéric Bernard. Présent. Bon, nous pouvons démarrer cette séance. Deux ou trois infos en vue de ce conseil. La première, je voudrais remercier les élus, les assesseurs et les agents municipaux pour le parfait déroulement des opérations de vote d'hier. Je voudrais également remercier les 6136 électeurs qui se sont déplacés et qui ont donné le résultat que vous connaissez tous. La deuxième chose, je voudrais, et vous l'avez peut-être vu dans le journal municipal, dire qu'il y a une nouvelle application qui s'appelle Santo Access, que vous pouvez télécharger sur le store. Il y a toutes les informations qui concernent la commune. Et puis également, vous pouvez vous inscrire aux alertes s'il y a une tempête, ceci, enfin voilà. Donc c'est très très pratique. Moi je l'ai téléchargé, elle fonctionne très très bien. Une autre info qui concerne le projet Anne. Il va y avoir des réunions publiques à l'Artichaut, une le 18 septembre concernant le risque industriel, et une le 23 septembre concernant le risque inondation. Voilà quelques infos que je voulais vous donner en préambule de ce conseil. Donc nous allons commencer par l'adoption du PV du 9 avril 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Lagarrigue. Lagarrigue Henri, Madame le maire. Dans le PV, j'ai été surpris de trouver une ligne concernant. Je vous la lis. Monsieur Lagarrigue. Sur quelle page, s'il vous plaît? Alors, c'est à la page 5. Monsieur Lagarrigue, sur les finances communales, nous y reviendrons tout à l'heure. Je pense que vous avez une certaine expérience en liquidation et en cessation de paiement pour les entreprises. En ce qui concerne les finances municipales, vous montrez une grande incompétence. D'ailleurs, vous le dites, vous ne comprenez pas et vous nous en reparlerons lors du budget. Madame la maire, ça, c'est une diffamation et c'est une agression de votre part. Donc, je suis obligé quand même de marquer le coup et de vous dire quand même que j'ai été chef d'entreprise, effectivement, de 1985 à 2020, que j'ai eu soit 35 ans d'activité dans la fabrication de matériel de secours. J'ai eu jusqu'à 30 salariés. J'ai été 6 ans président bénévole de la Fédération française de profil et musculation. J'ai été président bénévole d'un centre national de formation à Montreuil pendant 10 ans. J'ai toujours assuré le fonctionnement des entreprises. Je
j'ai jamais eu de problème, que ce soit avec un juge ou quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Contrairement à vous, je n'ai jamais profité dans ma vie politique d'indemnité ou de défraiement. J'ai toujours été bénévole. Contrairement à vous, je ne vis pas grâce à l'argent public. Je vous demande de retirer les propos diffamatoires du procès-verbal concernant ma vie privée et professionnelle. Alors, pour vous répondre, j'ai oublié de nommer le secrétaire de séance, Monsieur Verdier, si tout le monde est d'accord. Quand je regarde la dame, nous encore votre arrivée. Alors, je vais vous répondre, monsieur, je ne vois pas où il y a diffamation. Dans ma phrase, il fait justement appel à vos connaissances en entreprise, et c'est pour cette raison que je dis que vous connaissez bien le fonctionnement des entreprises, et ce que c'est qu'une faillite d'entreprise, alors qu'une ville ne peut pas faire faillite, tout simplement. Concernant les indemnités, ben écoutez, si vous aviez été élu maire, vous auriez les mêmes indemnités que moi, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Attendez, je ne peux pas laisser répondre comme ça. Je vous demande de retirer, c'est une agression. Vous dites, je suis au courant sur les faillites. Non, je suis au courant, je ne sais pas comment ça se passe. En tant que chef d'entreprise. Par contre, attendez, madame le maire, je finis. Par contre, madame le maire, oui, les finances de la commune sont inquiétantes. Vous ne payez pas vos factures, je le répète. Vous ne les payez pas, puisque la commune d'à côté est obligée de prolonger. Absolument pas, c'est vos propos. Écoutez, madame le maire, stop. Il faut arrêter de dire des choses. Moi, je vous dis des choses de la commune, je ne parle pas de votre vie privée. D'accord? Là, c'est ma vie privée que vous êtes allé dans un compte rendu. Je vous demande de sortir cette vie. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour la sortir? Monsieur Lagarrigue, je ne parle pas de votre vie privée, je parle de votre vie de chef d'entreprise, qui en tant que chef d'entreprise, moi-même j'étais chef d'entreprise, on connaît le fonctionnement des entreprises, on sait comment se passe une faillite. Je vous ai simplement dit que une ville ne pouvait pas être en faillite. Par contre, vos propos diffamatoires sur la santé financière de la ville sont... Attaquez. Voilà, je n'attaque pas, je n'ai pas l'habitude, si je devais attaquer chaque fois qu'il y a des propos mensongers qui sont proférés par les uns et par les autres, je serais ma vie au tribunal et j'ai vraiment contre-champ d'affaires. Alors, madame le maire, là aussi c'est attendez, madame. J'ai fini, monsieur Laverdier, si vous voulez. Moi non plus, je n'ai pas fini. Les finances de la commune sont très simples. Vous n'avez qu'à regarder, le compte de gestion a été approuvé par le Trésor public, donc ça prouve bien que les finances sont simples, qu'il n'y a pas de problème particulier. Benjamin Hervieux, agent de finances, peut en parler aussi si vous le souhaitez. Et d'autre part, vous avez dans le journal municipal toutes les finances, et c'est à la libre disposition de qui veut les consulter. Le compte administratif, le budget, le compte de gestion, tout est public. Donc, vos propos sont complètement là diffamatoires à l'encontre de l'ensemble des élus du groupe majoritaire et de la ville de Caen-Père. Et je ne retirerai pas la phrase qui ne nous attaque absolument pas personnellement. Alors, madame la maire, quand vous dites que vous n'attaquez jamais personne, en ce qui vous concerne, on est au tribunal, vous le savez quand même. En ce qui nous concerne, quand vous refusez des permis de construire actés par la métropole, c'est Henri Lagarrigue. Donc chaque fois, c'est des sanctions ou des diffamations. Vous n'arrêtez pas, madame. Vous n'arrêtez pas de me régler le compte. Moi, ça me coûte de l'argent personnellement. Vous, c'est l'argent de la mairie quand vous allez au tribunal. C'est pas l'argent public, c'est l'argent du contribuable, c'est pas le vôtre. On est d'accord? Monsieur Lagarrigue, vous êtes là en train de parler de vos affaires personnelles. Vous êtes en train de confondre votre rôle d'élu municipal et votre rôle de personne privée. C'est ça. Moi, je ne mélange jamais les deux. Non, c'est vrai. C'est écrit, il y a mon nom écrit quand même. Monsieur Lagarrigue. Mais quand je vous parle, je dis Monsieur Lagarrigue. Non, mais sur le compte de la... Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce document? Sur ce procès verbal? Non? Je le vois qui est pour? Qui est contre? Attends, je n'ai pas compris. Vous avez levé la main pour là. Alors, je pense qui est pour? Qui est contre? Je suis resté dedans. 5 contre, c'est bien ça. Je vous remercie. Il est donc adopté. 6 contre 6. 6, 1, 2, Dans la plupart de ah, pardon, la 6. dernière Oui, très bien, tout à fait. Alors, ensuite, vous avez les affaires traitées en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Ces affaires traitées du 4 avril au 1er juillet. Jean-François, j'ai 2 questions. Ça concerne les 2 marchés qui ont été signés. Le premier concerne le CTL, le deuxième concerne le Petit Prince. J'ai écrit au service généraux de la commune pour avoir une réponse, pour savoir exactement
effectivement ce qui en était. Alors je peux accepter que concernant le CPM, on n'a peut-être pas une image exacte de ce qui est en train d'être prévu, mais par contre, au Petit Prince, les travaux étant commencés, je suis surpris de ne pas avoir pu avoir accès au moins au plan et regarder ce qui a été fait et ce qui a été proposé. Je trouve ça que c'est dommage. Après, j'en ai quand même un petit problème, ça concerne l'attribution d'un marché de maintenance et des aires de jeu. Au demeurant, je trouve que c'est une très bonne chose, et je vous rappelle simplement, comme je le fais chaque année, j'ai aussi écrit au service pour avoir les PV des installations de contrôle et aires de jeu, puisque comme chaque année vous dites il n'y a aucun problème, donc je pense que pour vous, ça ne pose aucun problème de nous les mettre à disposition. Alors, concernant les plans de la crèche citerne, il suffit de prendre rendez-vous et puis de venir les voir, tout simplement. Il n'y a rien de caché là non plus. J'ai écrit, madame, pardonnez-moi de vous couper, j'ai simplement écrit dans ce sens. Vous avez écrit jeudi, monsieur Fartois. C'est normal. Il nous a échappé que nous étions un petit peu occupés, nous, par une campagne municipale. Les services étaient aussi occupés par la mise en place des bureaux et quand même le fonctionnement des services. Donc, effectivement, je n'ai pas eu le temps de vous répondre, mais je vous dis simplement, prenez rendez-vous pour aller voir les plans. Concernant les aires de jeu, nous avions déjà des bureaux de contrôle qui surveillaient les aires de jeu, c'est simplement un renouvellement de marché. Alors, ensuite, la première délibération concerne la modification des commissions municipales permanentes. Je crois que M. Bernard voulait s'exprimer. Oui, alors j'ai décidé de quitter Par Emploi Avenir et de devenir indépendant parce que je ne suis pas en adéquation avec leur méthode de travail. Donc c'est uniquement pour cela que je le quitte. Par contre, je tiens à insister sur le fait que je suis indépendant, donc sans aucune appartenance politique. Et je le fais uniquement dans un déroulement citoyen. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Merci, M. Bernard. Donc là, M. Bernard, ayant quitté le groupe d'opposition, et reste indépendant, comme il vient de le dire, il y a lieu à sa demande, et comme le prévoit le Code des collectivités, de lui assurer une place dans chaque commission. M. Bernard faisant partie quand même des commissions, je vais faire ça, même si c'est aucun groupe, j'avais téléphoné à M. Largari voir comment il pouvait vous laisser une place dans quelle commission nous arrangeons entre vous. Je n'ai pas eu de retour avec des gens, donc nous allons être obligés de le faire en silence pour savoir qui va dans quelle commission. Donc, j'ai quand même la liste des commissions ici. Donc, M. Bernard a été dans la commission urbanisme et dans la commission développement durable, donc ça ne bouge pas. Dans la commission démocratie locale, citoyenneté, communication, économie, déplacement et mobilité, il y a M. Fartois et M. Lagarry, donc je voudrais savoir lequel de ces deux messieurs reste. Dans la commission vie scolaire jeunesse, il y a Marie-Laetitia Charles. La première, c'est Mme Amra. C'est plus vous ni M. Lagarry. Dans la commission, attendez. Démocratie locale et citoyenneté. Oui, il y avait M. Fartois et M. Lagarry. Donc c'est Mme Amra. Oui. D'accord. La vie scolaire jeunesse, il y avait Mme Chartier et Mme Lalanne. Ça sera Mme Chartier. Mme Chartier. Dans la commission finance RH, il y avait M. Lagarry et M. Fartois. Ça sera M. Fartois. Dans la commission solidarité habitat emploi, il y avait M. Lagarry et Mme Lalanne. Ça sera Mme Lalanne. Commission sport, il y avait M. Lagarry et Mme Amara. M. Lagarrigue. Dans la commission vie locale, vie associative et culture, il y avait Marie-Laetitia Chartier et Mme Amara. Ça sera Mme Lalanne. Mme Lalanne. Donc je reprends, vous me corrigez si j'ai raté quelque chose. En urbanisme, c'est Frédéric Bernard et M. Pijat. En développement durable, c'est M. Pijat et M. Bernard. En démocratie locale, Mme Amra et M. Bernard. En vie scolaire jeunesse, c'est Mme Chartier et M. Bernard.
En finance RH, c'est M. Fatois et M. Bernard. En solidarité habitat-emploi, c'est Mme Lala et M. Bernard. En sport, c'est M. Lagaré et M. Bernard. En vie locale, vie associative, c'est Mme Lala et M. Bernard. C'est exact. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que l'on vote à main levée ou est-ce que vous voulez un vote à bulletin secret? Je vous entends pas. À main levée. Je vais donc cette délibération de la modification de la composition des commissions municipales permanentes au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne la modification du règlement intérieur du conseil municipal. C'est suite effectivement là aussi à la scission, oui, je ne sais pas trop comment le dire. Il faut que M. Bernard fasse un groupe à lui tout seul. Donc il faut lui laisser une place sur la gazette municipale. Donc cette délibération, c'est tout simplement ça. Est-ce qu'il y a des questions? Quand il s'agit de place, est-ce qu'on peut préciser, je suppose, la moitié de la page? C'est ça, la moitié de la moitié. Pour vous, pour Parempure Avenir, et la moitié pour M. Bernard. Ça fait une demi pour le groupe, pour notre groupe, un quart de page, un tiers de page, je vais y arriver, un tiers de page pour Parempure Avenir. Un quart, c'est ça, un quart de page pour Parempure Avenir, et un quart de page pour M. Bernard. C'est clair? Mais cette délibération de voix qui est pour? Donc là, c'est contre. Je vous remercie. Délibération suivante, M. Dervieux, la convention d'entente entre les communes de Blanquefort et des Parempure qui porte sur la construction et la gestion de la piscine intercommunale, l'avenant numéro 2. Bonsoir à tous. Par délibération du 23 septembre 2019, nous nous sommes engagés à participer au concours de construction et gestion de la piscine intercommunale de Fontgravé, érigée en collaboration avec la commune de Blanquefort. Je vous rappelle la clé de répartition tant en financement qu'en investissement, un tiers pour Parempure, 2 tiers pour la commune de Blanquefort. Les conventions d'entente conclues entre les deux communes fixent la participation parempurienne, déduction faite des subventions obtenues. Je répète bien, déduction faite des subventions obtenues. C'est la piscine qui a bénéficié des subventions, c'est le solde qui reste à financer, qui est réparti, un tiers pour Parempure, 2 tiers pour Blanquefort. Une modification du rythme des versements de cette participation est proposée comme suit: 900 000 € avant le 31 décembre 2024, 500 000 € avant le 31 décembre 2025 et le solde avant le 31 décembre 2026. Pour information, le solde sera d'environ 700 000 €. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la norme numéro 2 que vous avez de joint. Y a-t-il des questions? Oui, Oui, madame. Monsieur Fartois, pour prendre une telle délibération, c'est que la situation est grave à Parempure. Non seulement vous ne pouvez pas assurer vos engagements pris auprès de la commune de Blanquefort, mais pire, malgré la très forte augmentation des impôts, plus de 25% en 2024, vous ne pouvez toujours pas assurer le paiement prévu et vous êtes dans l'obligation de demander un délai supplémentaire de paiement pour régler l'investissement de la piscine. Nous, élus d'opposition, sommes très inquiets et avons raison de l'être. Cette nouvelle annonce révèle donc la grande difficulté, malgré ce que nous avez dit tout à l'heure, malgré les grandes difficultés de la commune que traverse la commune. Vous avez vidé les caisses, Madame le maire, et en prenant le train de vie peut-être qui est un petit peu plus élevé que la commune peut supporter. Vous ne pouvez plus payer vos dettes, vous faites les poches des propriétaires en augmentant forcément les impôts, sans les prévenir. Heureusement, nous sommes là pour vous informer. Où va-t-on? Comment allons-nous payer les frais de fonctionnement de la piscine? Lorsque nous avons été au conseil municipal de Blanquefort, c'est des questions qui ont été posées par les élus et Madame le maire de Blanquefort a confirmé que vous étiez bien engagé à payer les frais de fonctionnement. Nous sommes quand même inquiets. Comment allez-vous payer les investissements qui sont prévus? Les ateliers municipaux, le CCAS, l'EMA. Ça mérite explication parce que cette année, il y a prévu 4,8 millions d'investissements. Lorsque, en commission, j'ai eu l'occasion de partager ce point avec
la personne qui est en charge des finances, il m'a expliqué que le 4,8 millions n'était pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait du report. Alors effectivement, il y a du report, mais l'année avant, ce chiffre-là faisait bien partie de l'investissement de l'année 2023. Et comme on fait du report, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une double comptabilité qui permet effectivement de gonfler le chiffre des investissements qui en fait n'est pas le chiffre réel. La vérité, on a l'impression que vous avez ruiné la ville. C'est bien de votre responsabilité, c'est de la majorité. Arrêtez de trouver des prétextes, de vous cacher derrière le Covid, l'inflation, la crise énergétique. Toutes les communes de France ont également subi ces effets, pourtant elles ne sont pas dans le rouge. Elles ne sont pas toutes été obligées d'augmenter les impôts de 25%. À titre d'exemple, une commune voisine que vous connaissez bien, Saint-Aubin-du-Médoc, affiche une bonne santé financière, même si elle n'a pas de zone industrielle, lui permettant de toucher des recettes liées à l'activité économique, et pourtant en 2023, elle a dégagé un excédent de 1,4 million et n'a pas le niveau d'emprunt que nous avons. Pour nous, vous avez fait un mauvais choix de gestion. Je pense que vous ne mesurez pas le ras-le-bol des gens. Vous êtes inquiet pour le futur, car nous ne voyons pas aujourd'hui, et peut-être vous êtes là pour nous l'expliquer, quelles sont les marges de manœuvre qui vous permettront de sortir en 2024, mais surtout aussi en 2025, parce que déjà en 2025, il y a plus de 3 millions qui sont fléchés. C'est pour toutes ces raisons, madame, que nous voterons contre cette délibération. Merci. Autre question, intervention, non? Oui, je vais intervenir aussi sur la piscine. Alors, nous, en ce qui nous concerne, nous avons été curieux, nous sommes allés au conseil municipal à Blanquefort. Quelle a été ma surprise? Effectivement, d'abord parce que au conseil municipal, la dame qui a affiché, la responsable des finances, qui a affiché le résultat de la commune de Blanquefort, c'était très bien expliqué. Et là, ça a été ma surprise parce que petit à petit, on découvre effectivement ce qui se passe pour cette piscine. Vous avez signé un chèque en blanc à Blanquefort, en sachant que Blanquefort, pour cette piscine, eux n'ont pas fait d'emprunt. Alors, évidemment, pourquoi ils n'ont pas fait d'emprunt? Ils ont eu un résultat positif cette année de 5,8 millions, mais en plus, ils ont touché les subventions de l'État. Madame le maire, si vous n'aviez pas signé l'intercommunalité de cette piscine, la mairie de Blanquefort ne pouvait pas avoir les subventions de l'État. Donc, on a servi de caution pour obtenir des subventions. Donc, le judicieux, il aurait été judicieux qu'on ne paye pas 2 millions d'euros quand même pour participer à cette piscine. Comme participe au fait de fonctionnement, d'accord. Mais 2 millions d'euros, madame le maire, c'est le plus gros investissement dans le sport que vous avez fait sur la commune de Blanquefort, mais non pas par Ampère. C'est 2 millions. Jamais on a investi dans le sport à Ampère 2 millions d'euros, il faut le dire. Cette piscine, en plus, maintenant qu'elle est rentrée en utilisation, des gens nous rapportent que le samedi et le dimanche, ils ne peuvent pas rentrer dans la piscine parce qu'elle est trop pleine. Ils sont obligés d'aller à Tissot. Je pense que vous n'êtes pas au courant, et je vous mets au courant parce que les gens n'en parlent. Donc on a de gros problèmes avec Blanquefort. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au conseil municipal, ils ont dit que la mairie de Blanquefort était solidaire avec Parampure. Eh bien, dites-moi, la solidarité socialiste, c'est un peu particulier. On paye 2,150 000 euros et on ne peut pas rentrer dans la piscine. Eh bien, si ça continue comme ça, je pense que la solidarité, il va falloir la revoir. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et tout ça, on apprend ça au fur et à mesure. Et en plus, en commission de finances, j'ai osé poser la question à ce qui concerne qu'on n'a jamais été dans les commissions pour décider pour cette piscine. On m'a rapporté que Nicolas Lalande avait été convié. Nicolas Lalande n'a jamais été convié. La commission sport, il n'y en a jamais eu. Ces commissions, c'est pour ça qu'on ne dit rien pour les commissions, parce que dans les commissions, il ne se passe rien. Il n'y en a jamais eu. Commission sport, il n'y en a jamais. Vous avez pris la décision toute seule avec cette piscine. Et la majorité, vous êtes responsable aujourd'hui de cet engagement financier. Et le plus fort, on n'a pas tout fini, c'est qu'on va finir de payer en 2026. Et bien, madame le maire, vous êtes sûr d'être réélu au mois de mars 2026. C'est bien compris, j'ai bien compris ça. 2026, vous laissez une dette, alors ça a diminué, c'était 900 000, c'est 700 000. Mais vous laissez déjà une dette. Et vous dites que vous payez aux facteurs. Je ne dois pas tout comprendre dans la gestion de la mairie, c'est vrai, je ne comprends pas tout. Ça c'est clair. Monsieur le directeur, pour répondre, vous avez dit. Je vais répéter plusieurs fois ce que j'ai dit, mais il n'y a pas de souci, je vais le répéter. Pour répondre à M. Fartois, pour 2024,
c'était budgétisé, puisque nous l'avons voté lors du budget. Nous avions budgétisé à hauteur d'environ 1 100 000 euros. La venante qui est proposée, ça fait une diminution de 200 000, mais on est sur les mêmes hauteurs, à 900 000 euros par rapport à la venante, donc on est à peu près sur les mêmes hauteurs. C'est un investissement qui est budgétisé. En recette, il est budgétisé, puisque nous avons voté le budget avec cet investissement-là. Ce n'est pas une surprise. Vous nous dites, sans informer, c'est dans le magazine municipal de ce trimestre, vous avez tout un dossier sur le budget. Donc, toutes les informations sont données par rapport à ce qui a été voté par le conseil municipal du mois d'avril dernier, dont nous venons de voter le compte-rendu. C'est toutes les informations, elles sont en disposition, il n'y a pas rien de caché. Vous arrêtez pas de dire, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les chiffres. Vous avez à chaque fois les éléments qui vous sont donnés. Je vous ai même anticipé là pour la subvention, le versement de la commune pour 2026, et je vous ai dit que le solde serait d'environ 700 000 euros. Je vous donne les éléments, à chaque fois que je les ai, il n'y a rien qui est caché. C'est dit en conseil municipal, c'est publié dans les procès-verbaux du conseil municipal, et c'est encore inscrit dans le magazine municipal. Vous avez une inquiétude sur les frais de fonctionnement de la piscine. Là encore, c'est budgétisé. Nous avons budgétisé pour l'année 2024 les frais de fonctionnement de la piscine, je vous rappelle, à hauteur de 150 000 euros. Le reproche que vous n'avez pas fait aujourd'hui, peut-être parce que vous avez compris, mais que vous faisiez régulièrement, c'est qu'on n'a pas les chiffres. Effectivement, c'est 150 000 euros, c'est une prévision, je le répète. On aura les chiffres définitifs de notre participation au fonctionnement de la piscine intercommunale quand les chiffres seront arrêtés au 31 décembre 2024. L'estimation actuelle est de 150 000 euros et on aura les chiffres définitifs quand on aura les chiffres de fréquentation de la piscine de Blanquefort. Par contre, vous avez dit vous-même, c'est une réussite. C'est une vraie réussite. Puisque vous me dites, on ne peut pas y aller. C'est parce que c'est plein. Donc c'est une réussite. Ah oui, pour les autres, pour Blanquefort. Je ne crois pas savoir qu'à l'entrée, quand vous arrivez, vous dites que vous êtes de Blanquefort ou pas en on vous dit oui si vous êtes de Blanquefort, et non si vous n'êtes pas en rien. Ça, il ne faut pas le faire, laisser croire. La réalité, c'est que c'est une réussite. La piscine, ensuite, le montant qui a été reporté en 2024 et pas payé en 2023, c'est vrai, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi, puisque nous avons reçu notre demande de participation par la commune de Blanquefort après le 15 décembre 2023, et donc comptablement, on ne pouvait pas intégrer la demande en 2023, elle est arrivée trop tard. Mais ce n'est pas du fait de ne pas remplir, c'est du fait de la commune de Blanquefort, qui a émis son titre trop tardivement pour que ça puisse être intégré au compte de 2023. Donc notre première participation sera bien en 2024 pour l'investissement. La seule modification en fait, qu'il y a dans cette délibération, c'est qu'au lieu de payer sur 2024 et 2025, on liste notre participation sur 2024, 2025 et 2026. Mais le montant total ne change absolument pas. Alors oui, il nous a fallu probablement emprunter pour payer notre participation, et vous avez dit, la commune de Blanquefort, ils ont payé sans emprunt. Tant mieux, hein, si je pouvais dégager aussi 5,8 millions d'excédents de fonctionnement, je serais ravi. Mais si vous avez bien écouté le conseil municipal, Madame Ferreira, elle expliquait pourquoi est-ce qu'il y avait un excédent de fonctionnement. Si ma mémoire est bonne, c'était la vente des actions de la commune de la CENIL. C'est ce qui a permis le financement. Non, je me trompais. C'est le bilan de 2024. Ils ont fait 5 dans l'année. Oui, non, c'est avoir la CENIL. Ils ont 10 millions de côté, oui, ça c'est sûr. Mais laissez-moi renseigner, vrai. Oui, mais s'ils n'ont pas eu besoin d'emprunter, c'est aussi parce qu'ils ont vendu la CENIL. Ils ont toujours 10 millions. Nous, on les a pas. Hein. Non, parce que nous, on n'a pas de CENIB, donc effectivement, on n'a pas de CENIB. Eh bien oui, donc il ne faut pas dépasser. Donc vous remettez en cause les choix de gestion. Et si ma mémoire est bonne, la piscine, on l'a voté tous ensemble. Si ma mémoire est bonne, la piscine, on l'a voté tous ensemble. Je suis obligé de vous répondre sur ce truc. Laissez terminer, monsieur Non, Bertrand. parce qu'on va faire des choses. Vous allez pouvoir me répondre à ça. Nous avons voté effectivement pour la piscine. Sauf qu'à l'époque, vous nous avez présenté 1,4 million. Et vous nous aviez dit que c'était pour apprendre à nager pour les enfants. D'accord 1,4 million. Aujourd'hui, on est à 2,1 millions. C'est pas pareil. On n'est plus dans la même. L'augmentation a été considérable.
Donc c'est ça qui ne va pas. Si on avait été averti de ces changements, oui. Et le 1,4 million, l'emprunt a été fait. Vous l'avez où? Donc il n'est pas parti à la piscine. Donc tout ça, on l'a voté, oui, ça c'est vrai. Nous l'avons voté, mais vous n'avez pas payé. Et vous n'avez jamais dit en conseil municipal que vous n'avez pas payé. Vous nous faites l'appel de fonds, ça n'a pas été fait. Mais l'argent de 1,4 million, on en a fait quoi? Vous n'avez jamais dit en commission de finances. Donc voilà, c'est ça qui ne va pas. C'est ces informations qu'on n'a jamais. Alors on vote. Ça, vous avez raison, qu'on a voté, on vous a fait confiance. Mais là, on a été trahi. Donc, nous avions emprunté pour payer notre échéance de 2023. Nous avions emprunté 1,4 million. Ce 1,4 million, il n'a pas été nécessaire pour la piscine et du coup, on n'a pas eu besoin d'emprunter les 2 millions qui étaient budgétisés sur le budget 2023. On n'a pas eu besoin d'emprunter les 2 millions. Et donc, l'argent qui a été emprunté pour le financement de la construction de la piscine, qui n'a pas été demandé, il nous a permis de financer sans emprunt supplémentaire en 2023, notamment la réalisation des terrains synthétiques. Notamment la réalisation des terrains synthétiques. Mais ça a été dit, et ça a été voté lors du vote du compte administratif. Donc, je le répète si vous le voulez, et je répéterai encore la prochaine fois s'il y a besoin, nous n'avons pas eu besoin d'emprunter les 2 millions qui étaient budgétisés sur le budget 2023, puisque nous n'avons pas eu besoin de participer sur 2023 à la première échéance de la piscine intercommunale. Donc la première échéance de la piscine intercommunale qui nous est demandée, elle sera avant le 31 décembre 2024. Et pour information, pour rappel, nous avons budgétisé pour le budget 2024 également un emprunt de 2 millions qui sera utilisé uniquement si nous en avons besoin. En 2023, nous avions budgétisé un emprunt de 2 millions. Il s'est avéré que nous n'en avions pas eu besoin. Donc, quand vous dites on gère mal, ben non, on n'emprunte pas si on n'a pas besoin. Donc, on n'a pas eu besoin d'emprunter, et donc on n'a pas emprunté en 2023 avec les 2 millions qui étaient budgétisés, puisque nous avions les réserves suffisantes pour financer tous les investissements qui étaient inscrits au programme. Nous n'avons pas les chiffres, vous avez répété plusieurs fois, donc là j'espère quand même vous en avoir rappelé les grands éléments. Le seul que vous n'avez pas, qui n'apparaissait pas, c'est les 700 000 euros de solde de 2026. Je répète, c'est une estimation, hein, parce que c'est pour le solde définitif quand on aura tout. Et je pense avoir répondu à l'ensemble des éléments que vous aviez demandés. Je redis quelque chose. La première des choses, c'est quand Jean Fardois, lorsque le projet de la piscine a été mis en place, nous avons participé au vote, il y avait 4 élus, et je vous rappelle simplement que, parce que j'ai repris les décisions, les 3 élus de la majorité sont restés, et M. Lagari est resté à cette voie, donc il est resté sur le quai, et donc nous n'avons jamais eu un élu qui est venu participer à l'élaboration de ce projet. Juste pour vous le rappeler, parce que des fois on dit qu'on y avait été, il y avait Madame Lagarde, non, j'ai repris la délibération, il y avait personne. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, en commission, je vous ai posé 2 questions, j'attends des réponses s'il vous plaît. La première, c'est de savoir, sur les 6 premiers mois d'année, combien d'enfants ont réellement pu participer, parce que ce qui est important, c'est de voir par rapport au coût que ça va coûter en coût de fonctionnement et aussi en investissement, plus les intérêts, pour avoir un petit peu un ratio. Et même si je comprends, on a voté ce projet pour que les enfants apprennent à nager, aujourd'hui, nous sommes quand même en droit de savoir, puisqu'au tout début du projet, ce n'était que les préparatoires et les gens qui étaient en CM2 qui devaient participer à la combien aujourd'hui, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, effectivement, vous avez un petit peu effleuré la réponse, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de savoir la fréquentation des gens de Parent-Cuire à la piscine municipale tous les jours au prix de 3 €, premièrement. Et après, je veux terminer, c'est quand même un point que nous avons abordé en commission, et je crois que c'est Mme Guilbault qui m'avait répondu, c'est l'évolution de l'utilisation de la piscine par rapport à certaines associations, où effectivement, les associations qui sont utilisatrices, qui font du sport dans l'eau, etc., qui n'existent pas à Parent-Cuire et qui existent à Blanquefort, effectivement, ça prive les gens de Parent-Cuire pour pouvoir utiliser ces équipements en condition. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir une évolution. Est-ce que ça, je souhaitais qu'on en parle en conseil municipal, puisque ça fait partie du questionnement de pas mal de personnes qui sont utilisatrices de cet équipement.
Bien, quelques éléments de réponse à mon tour, peut-être quand même. Rappeler que Parentville n'a pas de terrain en propre pour permettre de faire une piscine. C'est pour ça que nous avons pris cette décision. Et deuxièmement, Parentville n'a pas les finances pour faire tout seul la construction et l'entretien d'une piscine. Donc effectivement, comme Blanquefort nous a proposé de faire une piscine intercommunale, comme ça a été fait d'ailleurs sur le même principe entre l'Ohaillan et Ésine, bien sûr que les élus majoritaires ont décidé que c'était une très bonne chose pour nos habitants, puisque tout le monde avait envie d'avoir une piscine. Alors effectivement, il y a eu des subventions puisque c'était une piscine intercommunale, mais il ne faut pas oublier que la participation restant pour chaque commune vient après la déduction de ces financements divers, de la métropole et autres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je suis un petit peu agacée, je vais dire comme ça, de vous entendre toujours, messieurs, dames de l'opposition, agiter des peurs auprès des habitants. Toujours, on fait peur de ceci, on fait peur de cela. Mais nos habitants ne sont pas idiots. Ils lisent le magazine municipal, ils ont accès aux documents, ils voient bien que la commune est bien gérée. Pour ce qui est de faire les poches des propriétaires, M. Fartois, c'est M. Macron que vous soutenez qui a décidé ça. De supprimer les impôts locaux, pour ne faire payer que les propriétaires fonciers. Ce n'est pas une décision municipale. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Et je peux me permettre aussi de vous rappeler que nous sommes restés 17 ans sans augmenter les impôts. Et effectivement, nous les avons augmentés dernièrement de 10 points. Hein, c'était la deuxième fois en 20 ans. Et ça ne fait pas grand-chose. Quand vous nous avez même dit lors du budget qu'on aurait fait augmenter tous les ans. Et si on avait augmenté tous les ans, ça aurait fait beaucoup plus que les 10 points que nous avons fait sur le dernier budget. Ensuite, la piscine, mais Benjamin Lervieux l'a dit, ça a été voté à l'unanimité. Et puis, sur les finances de la commune, Benjamin Lervieux vient de vous dire, elles sont saines. Et ça a été dit aussi en conseil municipal de Blanquefort. Effectivement, les finances ne sont pas les mêmes, mais je pense que vous devriez vous en rappeler. Parce qu'effectivement, ils ont une trésorerie, ils n'ont pas besoin d'emprunter pour leur investissement. Pour mémoire, les villes n'empruntent que pour de l'investissement, jamais pour du fonctionnement. Il y a eu la vente de la CENIL, et quand il y a eu en 1999 la TPU, et aujourd'hui avec la péréquation, Blanquefort, ayant beaucoup d'entreprises, n'a pas les mêmes dotations que la ville de Parentville. C'est ce qui a été dit à M. Sibrac dans le conseil municipal. Donc tout ceci explique cela. Moi je trouve que Parentville c'est particulièrement bien géré puisque c'est l'équivalent de 4 fois sans frais quand vous faites un achat d'un propriété privée. Et les finances de la commune de Blanquefort ne sont absolument pas impactées. Ça ne change rien pour eux. Donc c'est une bonne chose de faire comme ça. Et je remercie la ville de Blanquefort pour sa solidarité parce qu'effectivement, nous sommes des villes socialistes très solidaires sur tous les sujets. Voilà, et c'est important. Au moins, nous savons où nous nous situons. Concernant les entrées, pour le premier semestre, puisque cette piscine a été mise en fonctionnement au mois de janvier de cette année, pour Parentville, il y a eu 4353 entrées, tout public. Il y a eu 1859 passages des écoles de Parentville avec 10 créneaux par semaine, pendant 8 semaines, pour 11 classes de CP et de CM2. C'était la décision qui avait été prise, c'était les CP et les CM2. Il y a eu 4 classes du collège pendant une semaine en juin. Il y a eu 227 enfants de Parentville pour les écoles de natation, 20 enfants en stage de natation d'une semaine pendant les vacances. Concernant les cartes piscine, il y a 82 cartes qui ont été établies par la ville de Parentville pour les Parentviliens, 50 cartes demi-tarif à 1,50 € et 32 cartes à plein tarif à 3 €. Et là-dessus, la répartition, c'est 34 femmes, 14 hommes et 34 enfants. Je pense que je suis allée assez dans les détails. Vous dire aussi qu'effectivement, nous avons choisi de faire avec la Ligue de Blanquefort une piscine d'apprentissage. Dans la piscine intercommunale Blanquefort-Parentville, il y a des associations de Blanquefort qui sont subventionnées par la ville de Blanquefort et qui effectivement ont des tarifs pour les Blanquefortais. Je pense que les finances de la ville de Parentville ne doivent pas subventionner les associations blanquefortaises.
Et puis, quelque part, on ne participe pas non plus aux associations parents plurielles qui œuvrent sur la commune, et Dieu sait si elles sont nombreuses. On ne participe pas pour celui qui veut faire des activités supplémentaires. On donne une participation par adhérent, effectivement, mais ça s'arrête là. Nous n'avons pas subventionné, nous, les associations de bloc fort. Il faut différencier le statut communal et le statut de l'associatif. Et puis, pour l'instant, on n'a pas, malgré une référence spéciale, avec Jeanne Levue, nous n'avons pas l'intention pour l'instant de regarder si nous allons participer davantage l'aquabac, l'aquaplanning, etc. avec les adultes. Voilà. L'aquaplanning, oui, je fais exprès. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, madame, je veux juste rebondir parce qu'il y a eu un petit coup de griffe que vous avez mis par rapport à M. Macron, par rapport à la taxe d'habitation. C'est juste pour vous rappeler, premièrement, que la taxe d'habitation a été compensée. Il suffit de prendre votre document de débat d'orientation budgétaire de cette année et c'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est la première des choses. Et comme vous avez juste glissé sur le sujet, effectivement, nous allons peut-être avoir une bascule politique au niveau national et rien ne vous empêche, vous et vos amis, pourquoi pas, de remettre, puisque vous l'avez souvent évoqué que c'était un problème, de remettre en service la taxe d'habitation qui, à ce moment-là, vous permettrait d'avoir une autonomie complète en matière de finances locales. Et à ce moment-là... Alors, effectivement, moi j'ai des amis, on essaie de répondre Benjamin Nervieux sur les finances et là, il n'a pas été compensé à hauteur. Oui, effectivement, nous avons des amis, mais ce que je ferai, M. Fartois, je pense que vous ne l'avez pas lu, je vous proposerai de vous prêter le projet sur lequel nos députés ont été élus. Benjamin Nervieux. Alors c'est faux de dire que la compensation de la suppression de la taxe d'habitation est compensée intégralement. Elle est compensée en grande partie, mais pas intégralement. Elle ne prend pas en compte la dynamique des bases depuis 2017. 2017, c'était l'année où il a fallu arrêter les taux d'imposition de la taxe d'habitation. Vous êtes d'accord avec moi, M. Fartois? Vous pouvez dire dans le micro. Oui. Par rapport aux bases, oui, effectivement. Oui, c'est l'essentiel de l'augmentation de la base de taxe foncière, c'est la dynamique des bases. Donc c'est un élément essentiel, et donc celui-là, il n'est pas pris en compte. Le deuxième élément qui ne compense pas la taxe d'habitation en totalité, alors je ne veux pas être trop technique, mais je vais être le plus synthétique possible. La taxe d'habitation pour les résidences principales, vous bénéficiez d'un dégrèvement en fonction de vos revenus. Pour faire simple, si vous aviez des revenus bas, vous avez une taxe d'habitation qui baissait. Si vous aviez des revenus hauts, le montant de la taxe d'habitation était sans diminution. Les diminutions qui sont liées aux bas revenus n'ont pas été compensées par rapport aux augmentations qui auraient pu être faites depuis 2003. Il n'y a aucune compensation qui est faite par l'État sur l'augmentation par rapport à 2003. Donc entre 2003 et 2017, toutes ces compensations ne sont pas faites par l'État. Elles étaient déjà à la charge des redevables de la taxe d'habitation. Et ce montant-là, donc, il n'est pas compensé. Il n'est pas compensé puisqu'il n'était pas compensé par l'État préalablement. Donc c'est faux de dire que la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation est compensée en totalité. Et la deuxième conséquence importante de la suppression de la taxe d'habitation, c'est que la part de taxe foncière que percevaient les conseils départementaux a été reversée en partie aux collectivités, aux communes, avec un coefficient de correction, pour pas qu'il y ait de gagnants ou de perdants. Ce coefficient de correction, je vous ai alerté dès sa mise en place, s'il y a une diminution, elle va probablement être liée à ce coefficient de correction. Et pour le département, ça a des conséquences importantes, puisqu'ils n'ont plus de taxes foncières sur les propriétés bâties. En contrepartie, ils ont reçu 2 points de TVA, et les finances des départements sont telles que ces 2 points de TVA ne compensent pas la baisse importante qu'ils ont perçue en droits de mutation liés à la suppression, des diminutions des ventes immobilières. Droits de mutation que nous aussi nous percevons en partie. Moins donc que le département, mais nous percevons en partie. Et donc nous avons nous aussi une grosse baisse de droits de mutation. De mémoire, en 2022, on était à peu près à 700 000 € pour l'année entière. Si ma mémoire est bonne, pour l'année 2023, on est descendu à 300 000.
et 2024 ne promet pas des montants importants. Donc on perçoit nous aussi une baisse des droits de mutation. La conséquence directe de la baisse des droits de mutation pour le département, c'est qu'il ne nous aide plus à hauteur de ce qui nous aidait auparavant. Il ne peut plus nous aider à hauteur de ce qui nous aidait auparavant. Et donc oui, nous nous retrouvons seuls pour financer tous nos investissements maintenant. Tous nos investissements actuels, tous les investissements futurs et tout l'entretien du patrimoine communal. Nous sommes désormais tout seuls à pouvoir le payer. Et c'est en ce sens que nous avons augmenté les taux de taxes foncières exclusivement pour permettre à la commune d'entretenir et d'augmenter son patrimoine communal, le patrimoine de tous. Et peut-être rajouter, tu peux peut-être compléter sur 2022, il n'y a pas eu de hausse d'impôt. C'est la part du département. Alors, c'est pas sur 2022, c'est sur 2021 où on a eu la même année la part du département qui est venue nous rejoindre la part de la taxe communale. C'est en 2021 que ça a eu. Mais c'est pas une hausse, non, c'est le report de ce que je payais en taxe foncière sur la partie département, conseil départemental, qui a été reporté sur la partie conseil municipal. Voilà, je voulais pas être trop technique, j'ai dû l'être un petit peu quand même, mais s'il y a besoin, je veux bien revenir dessus, il n'y a pas de problème. Je vais donc cette délibération. Attendez, je voudrais intervenir encore une fois Allez-y, monsieur le maire. sur la piscine. Quand on regarde, donc, vous avez annoncé les participations à la piscine. Moi, j'ai fait un petit calcul. On a 700 élèves. Vous nous aviez dit, donc, ce projet piscine, c'était surtout pour apprendre à nager pour les enfants de parents. Pour les CP et CM2, on avait dit. Voilà, ça fait 700 élèves, d'accord. Ouais. 700 élèves, quand vous regardez le prix, c'est 5 € l'entrée à Blanquefort. Si vous multipliez, il faut 15 séances à peu près pour apprendre à nager. Si vous faites un petit calcul, à l'année, ça coûte 52 000 € à peu près. 52 000 €. Pourquoi on n'a pas choisi d'acheter plutôt des entrées à la piscine que d'investir dans une piscine qui n'est pas à nous? Donc 2 millions plus 150 000, je répète. Là, c'est 52 000 par an. L'avantage du système de 52 000 par an, c'est que si on a l'argent, on y va. Si on n'a pas l'argent, on ne le fait pas. Là, aujourd'hui, on n'a pas l'argent, il faut payer. Ce que j'aurais aimé discuter en commission, c'est pas normal ce qu'on a fait de participer à cette piscine. Il n'y a que Blanquefort qui va me dire le bénéfice. Nous, on va payer sur l'emprunt pendant 2 années. Parce que ce que vous avez oublié de dire, madame le maire, et là, on va y venir, c'est l'emprunt, ok, mais les dettes, combien on a de dettes aujourd'hui sur les emprunts qu'il va falloir rajouter encore cette année et encore l'année prochaine. Donc là, vous ne dites pas la vérité. On est à combien d'endettement? Combien d'années pour la commune? Merci. Je suis un peu désabusé. On a déjà échangé avec M. Fartois lors du vote du dernier conseil et j'avais reconnu en plus, il y a juste là où c'est malhonnête de votre part, M. Lagarrigue, c'est que ce que vous dites maintenant, là, aujourd'hui, vous l'avez jamais évoqué quand on a voté la participation de la commune à la piscine. La deuxième malhonnêteté, vous voyez, c'est que la commune de Blanquefort ne pouvait pas construire la piscine toute seule. Et donc, si nous n'y avions pas été, il n'y aurait pas eu de piscine neuve comme celle qui est faite actuellement. Puisque pour bénéficier des subventions, notamment de la part de Porto Métropole, il fallait une piscine intercommunale. Donc, si nous n'y allions pas, eh bien, tout simplement, il n'y aurait aucune piscine qui serait construite, et donc on n'aurait aucun des élèves de la commune, aucun CP, aucun CM2 qui aurait pu accéder à la piscine. Donc c'est malhonnête de dire que si on participait à hauteur de 5 € pour chaque élève, ça coûterait moins cher. Je suis d'accord avec vous, ça coûterait beaucoup moins cher. Ça coûterait moins cher d'aller dans une piscine qui n'existe pas. C'est le problème de Blanquefort, pas nous. Bon, ça devient compliqué d'échanger sur un sujet comme ça, puisque On a le droit de vous êtes changer. dans votre ligne, non pas de ligne d'eau, et vous ne pouvez pas en sortir ni Je faire. ne sais pas nager. Bah, écoutez, les cours sont moins chers pour les parents période. Je mets cette délibération au voix. Qui est pour? Qui est contre? 6, je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne les indemnités de fonction des élus municipaux. Si vous pouviez arrêter de parler, parce que c'est très désagréable après pour la retranscription du conseil. Il y a toujours des bruits de fond. Donc là, il s'agit simplement des indemnités de fonction des élus municipaux
Et en l'occurrence, il s'agit de Mme Delpozo qui fait un énorme travail concernant le bien-être animal et avec la stérilisation des chats, mâles ou femelles, il faut le dire. Souvent, on oublie de faire stériliser les mâles. Et ça lui demande beaucoup de déplacements pour aller placer les petits chats ou même les chats plus adultes en famille d'accueil. Donc c'est pour cette raison que nous proposons une petite augmentation de cette enveloppe avec un indice brut de 2027 avec 8% de cet indice brut. Vous avez le tableau des indemnités qui suit. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Chartier. Alors, vous souhaitez augmenter l'indemnité de Mme Delpozo du fait de son implication et de la charge de travail, c'est très bien. Aujourd'hui, certains de vos élus ne sont plus présents sur la commune et bénéficient de délégations. On ne les voit plus. Pouvez-vous envisager de réduire l'indemnité des absents ou de l'enlever? Ce serait plus juste au niveau du choix. Qu'en pensez-vous? Alors, tout simplement, je pense que l'adjoint auquel vous faites référence était là pour le budget, était là pour le premier tour des élections. Il fait dans sa délégation en visio, ce qui ne pose aucun problème, et il vient chaque fois que c'est utile. Bon, il n'y a pas que l'adjoint. Mais pareil pour l'autre, le conseiller délégué. Et ça, c'est de la décision du maire et du groupe majoritaire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour Mme Irma Delpozo? Non, s'il vous plaît. Cette délibération va intervenir. Mais nous sommes très surpris de cette augmentation des indemnités pour l'élu, en particulier. La commune se trouve dans une situation financière très difficile. Arrêtez, monsieur Lagarde. Non, mais arrêtez. Je finis, s'il vous plaît. Mais sortez, c'est ce que je parle. Et vous vous permettez de procéder à des augmentations d'indemnités. D'où l'augmentation des impôts en 2024, on comprend mieux. En réalité, pour financer vos avantages individuels, vous aurez des liens vus, c'est fantastique de les baisser, vos indemnités d'élus, et de participer à l'effort financier. Je parle pour l'ensemble, je ne parle pas que pour Mme Delpozo. Ce sont des mesures symboliques, Mme le maire. Cela vous en... On rappelle au passage que nous, élus de l'opposition, on ne touche aucune indemnité, alors que la ville municipale nous demande également du temps, assister aux commissions, préparer les conseils. Nous sommes élus pour le bien public et pour profiter, pas pour profiter des avantages économiques en tout genre. Nous voterons contre la délibération. Quel populisme, monsieur Lagarde, quel populisme. Merci, Madame le maire, ça vous fait plaisir. Non, ça ne me fait pas plaisir. J'aimerais avoir une opposition constructive pour une fois, et ce n'est jamais le cas. Donc, je comprends certaines décisions de certaines personnes. Je mets cette délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? 6. Je remercie ceux qui ont voté pour cette délibération. Et pour Mme Delpozo pour le travail mené. La délibération suivante, qui concerne le chemin rural, qui est la rue Gaillard. Ce chemin, elle s'appelle rue Gaillard. Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît, de discuter constamment pendant les interventions des personnes? Donc, ce chemin rural, qui s'appelle rue des Gaillards, pour pouvoir l'entretenir, il faut d'abord le classer dans le domaine public communal, parce que c'est un chemin rural, pour pouvoir ensuite le transférer dans le domaine public routier métropolitain, pour qu'il puisse être pris en charge, comme toutes les voiries de la ville, par la métropole, puisque c'est sa compétence. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Pujat. Vous faites référence à l'article. Pardon. À l'article 141.3 du code de la voirie routière, et c'est même l'article 141.4 normalement. Et en fait, il y a deux phases dans cet article. Vous devez d'abord motiver ce que vous faites dans ce texte, mais il doit y avoir une enquête publique aussi. Et je ne vois pas l'enquête publique dans les documents transmis. C'est le domaine privé de la collectivité, il n'y a pas d'enquête publique. Donc je pense que la motivation, elle est dans la délibération. Ce chemin est en très très mauvais état, monsieur Delpozo. Vous avez la précision dans la délibération. Ce classement ne porte pas atteinte en fonction des dessertes de circulation assurées par la voie. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en œuvre l'enquête publique.
Par contre, les riverains. La loi dit le reste. Il a Non, non, pas du tout. Ah, Les riverains attendaient disais là. patiemment, que cette rue, qui est une rue en très mauvais état, puisse être transférée pour qu'on puisse enfin intervenir. Donc voilà, je mets cette délibération au voix. Qui est pour? Qui est contre? Monsieur Fatois et Monsieur Lagarde, vous ne votez pas. Non, les pour, je vais pas laisser là. Donc c'est l'unanimité. Oui. Je vous remercie. Délibération suivante. C'est la convention de délégation de services propreté, plantation et mobilier urbain de voirie sur la commune de Paris au profit de Bordeaux Métropole. Donc il y a des choix d'organisation qui avaient été proposés aux communes. Le premier, c'était que la commune transfère ses moyens matériels et humains à la métropole. Comme on vous l'a déjà expliqué, financièrement, la commune de Paris-en-Puire ne pouvait pas le faire. Le deuxième choix, c'était la commune qui conserve l'exercice de ses missions par délégation de la métropole. Et c'est un choix que nous avons préféré faire d'une part financier et d'autre part parce qu'on trouve intéressant d'avoir notre propre service en régie qui fait un énorme travail avec le peu de moyens qu'ils ont. Donc c'est simplement pour refacturer à la métropole ce service-là qui est effectué par les services de la ville de Paris-en-Puire. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Lalanne. Oui, Madame Lalanne. Oui, concernant depuis 2018, il y avait un certain nombre de voiries d'espaces publics confiées. Également, cette convention concerne les plantations d'arbres et des alimentaires d'adultes. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut nous apporter des précisions concernant cette augmentation de 2018 à 2024 par rapport au nombre de voiries, également par rapport aux arbres, combien d'arbres ont été abattus, quelle a été la compensation et combien d'arbres supplémentaires ont été plantés. Alors, par exemple, il y a la rue de Landegrands, il y a des plantations supplémentaires. Il y a la rue Montoya, enfin voilà, c'est toutes ces voiries supplémentaires, et ces entretiens et ces espaces verts supplémentaires. Pour le nombre d'arbres, je vous invite à aller sur le site de Bordeaux Métropole qui est très bien fait. Et vous avez le nombre d'arbres par commune. Et j'ai plus en tête le nombre exact, mais c'est assez énorme. Et je me j'ai retrouvé les mois. Oui, c'est énorme. Entre ceux que nous avons distribués aux habitants et ceux que nous avons nous-mêmes plantés, peut-être que la réponse va tomber incessamment sous peu. Voilà, c'est 660 à aujourd'hui. Je vous invite à aller sur ce site qui est très bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais la délibération au voix qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne la convention relative, c'est la numéro 7, la convention relative à la reconstruction du collège. C'est une convention entre la ville de Paris-en-Puire, Bordeaux Métropole et le département. C'est une convention cadre, puisqu'après nous aurons d'autres conventions qui préciseront le fonctionnement des équipements que nous souhaitons mutualiser par la convention que nous votons aujourd'hui. Pour information, le collège va ouvrir en temps et en heure à la rentrée de 2025. Le déménagement du mobilier va démarrer mi-juillet, si je ne me trompe pas. Ensuite, comme c'était prévu, tous les équipements sportifs seront livrés pour la rentrée de 2025. Et donc, nous avons l'année 2024 pour écrire les conventions et signer les conventions avec le département pour que nos associations sportives puissent bénéficier de. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, les équipements sportifs, j'ai dit 25. Les équipements sportifs, c'est 2025 et le collège aura la rentrée. Oui. Merci. Vous avez été très claire, Madame le maire. Merci. Voilà. Donc, nous avons cette année pour travailler sur les conventions avec la vie associative notamment, pour savoir qui utilisera les créneaux horaires et tout ça. Donc, c'est une convention cadre. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question parce que. Alors, avec le micro, s'il vous plaît. Jean-Marc Fartois, j'ai juste une question sur les 352 109 € hors taxes. Qui finance? Parce que je n'ai pas très bien compris. C'est nous pour les améliorations, pour le hand et de mémoire, puisqu'on finance les équipements qui ne sont pas nécessaires à la vie des collégiens et sportifs des collégiens. Ça permet d'avoir des gradins, des tableaux d'affichage, et puis je ne sais plus trop quoi, voilà, c'est ça. En fait, donc ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans votre livre des investissements qui sont prévus pour éventuellement 2024-2027. 2025.
C'est sur 2025, c'est pas sur 2024. Ok, merci. Monsieur Daniel? C'est exclusivement pour aménager l'intérieur du gymnase. Donc la construction du gymnase en lui-même est à la charge du département. Ce que vous a dit Madame la maire, c'est que le gymnase est prévu d'être livré pour septembre 2025. Et donc on équipera l'intérieur du gymnase sur les financements de la commune. Et donc ce sera bien sur le budget de 2025. Je mets cette délibération en voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. La numéro 8, il s'agit de la désignation du référent déontologue. Donc nous avons eu une réunion dernièrement à laquelle l'ensemble du conseil municipal était invité pour que nous évoquions ces questions de déontologie des élus. Tout ce qu'un élu peut ou ne peut pas faire quand il est élu justement. Ça vient en complément de la charte de l'élu qui a été votée en début de mandature. Et c'était pour désigner le référent déontologue qui s'est présenté à vous, donc l'autre jour, je n'ai plus la date en tête. C'est pour désigner M. Diné Jean-Guy, administrateur général des finances publiques honoraires, en qualité de référent déontologue des élus de la commune de Parampure, selon les conditions énumérées ci-après. C'est-à-dire que si un élu le concerne, l'interroge, ça sera à la charge de la ville de Parampure de 80 €. Et bien sûr, ce référent a une grande confidentialité, puisque nous ne sommes pas au courant du sujet qui a été, de la question qui a été posée par l'élu, quel qu'il soit. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, mais c'est déclaration de voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Dervieux, pour la délibération 9 avec le RIFSEP, s'il vous plaît. C'est l'aboutissement de pratiquement une année de travail, puisque c'est un projet qui a été initié sur l'été 2023, avec une avancée majeure pour les titulaires de la fonction publique de la collectivité, donc une négociation avec les représentants du personnel qui aboutit ici sur ce point-là, le RIFSEP, la mise en place du RIFSEP. Je ne vais pas vous faire la lecture exhaustive, je vais insister sur 2 points. Le premier, c'est la mise en place du groupe de fonction que vous avez de joint à la délibération, donc le groupe de fonction, la mise en place du groupe de fonction, qui permettra de manière objective de savoir à chaque agent auquel groupe de fonction il appartient. En face de ce groupe de fonction, donc, il est proposé la mise en place de RIFSEP pour une part d'IFSE, avec les planchers qui vous sont proposés, qui vont de 135 € pour le groupe 8 jusqu'à 1250 pour le groupe 1. Une avancée majeure pour les agents des catégories 6, des groupes de fonction, pardon, 6, 7 et 8, puisque pour certains, c'est pratiquement le doublement de la prime de RIFSEP qui est proposée. La mise en place du RIFSEP implique la mise en place de l'IFSE et de la CIA, et la collectivité propose une CIA 0%. C'est pour un équilibre financier. Rien n'empêche de le mettre en place, d'augmenter la part du CIA plus tard. Mais là, ce qui est proposé pour la mise en place, c'est un CIA à 0. Une avancée majeure pour tous les agents titulaires de la collectivité. C'est un vrai effort qui est fait par la commune pour permettre un peu plus de solidarité avec les agents, notamment pour ceux qui ont les primes les plus basses. Des questions? Pas de questions. Je remercie les élus et les représentants du personnel qui ont participé à ces discussions, à ces échanges pour arriver à ce résultat qui sont intéressants. Donc merci à vous tous. Je mets cette délibération en voix. Juste avant, pardonnez-moi, vous posez une question que j'ai déjà posée depuis longtemps. Où en est la présentation au conseil municipal du rapport social et économique? Il est en train de se remplir. Nous sommes en train de le remplir. Avec le centre de gestion, c'est ça? Voilà. Sur le site du centre de gestion. Ça ne va pas tarder. Nous en sommes au 3e DGS qui nous dit la même chose. Eh oui, c'est ça. C'est la cause. Lui, il va sortir. Pas le DGS, ça ne va plus en voir. Donc, je mets cette délibération qui est pour l'unanimité. Merci pour eux. Libération suivante, la 10, qui est la création d'emplois non permanents pour l'accroissement saisonnier d'activité.
Donc, c'est pour la création d'emplois saisonniers non permanents pour cet été 2024. Il est proposé, à ce que m'autorise Madame le maire, la création de 16 emplois non permanents, avec une répartition prévue, mais ce n'est pas définitif, de 14 agents pour les accueils du loisir et puis 2 agents pour les services techniques, sachant que dans la délibération, c'est pas arrêté comme ça, c'est pour permettre une ventilation et de la souplesse. Et l'objet, c'est de créer jusqu'à 16 emplois saisonniers pour cet été. Y a-t-il des questions? Madame Chartier, j'ai une question technique. On parle de la commission finances et ressources humaines. Ça a été aussi abordé en commission sociale. En France Jeunesse, pourquoi ça n'apparaît pas? Parce que les documents sont partis avant, peut-être? Parce qu'on était hors délai? C'était une information commission enfance et jeunesse, c'était pas simple information. On l'avait proposé à la formation à la commission Fangès, puisque la plupart des emplois saisonniers sont à destination des AESH, donc pour les enfants de la commune. Je vais donc cette délibération voix qui est pour l'unanimité, je vous remercie. La délibération 11, M. Dervieux, pour l'instauration d'un régime d'équivalence lors des séjours encore avec limité. Une délibération qui a aussi été présentée en commission enfants jeunesse, j'anticipe, pour formation, pour permettre. C'était pas écrit jusqu'à maintenant. Là, c'est l'objet, c'est de permettre qu'il n'y ait pas de souci. Donc, c'est écrit. C'est ce qui est proposé au conseil municipal, d'acter ce qu'est la loi en fait. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, et notamment les informations qui sont essentielles pour les camps avec hébergement et les camps avec nuit, pour permettre de rappeler que une journée avec nuit, c'est 7 heures de travail dans la journée et l'équivalent de 3 heures de travail pour la nuit, qui se cumulent, donc on est d'accord, et avec un repos compensateur, je dis bien un repos compensateur et pas une récupération de ton travail ou quoi que ce soit, un repos compensateur d'une durée de 11 heures entre 2 missions, avec une précision, si ma mission initiale dure sur 5 jours, j'ai droit à 5 repos compensateurs, donc 5 fois 11 heures. Voilà, c'est une façon d'être clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que ce soit bien présenté clairement pour tous les agents de la collectivité qui sont concernés. Des questions? Pas de questions, je vous vois qui est pour l'unanimité, je vous remercie. La 12, M. Dervieux toujours, avec l'adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste du centre de gestion départementale de la Gironde. Donc, c'est une convention avec le CDG, une adhésion à la prévention qui est faite par le CDG, et c'est à destination exclusivement des agents de la collectivité. C'est pour lever tout doute, c'est indépendant du groupe de violence intrafamiliale qui est mis en place, qui fonctionne indépendamment. Là, c'est en plus, et c'est exclusivement à destination des agents de la collectivité. Des questions? Pas de questions, je vous vois qui est pour l'unanimité, merci. M. Dervieux, concernant la délibération 13 et la suppression d'un emploi fonctionnel directeur général de service d'une commune de 2000 à 10 000 habitants. Alléluia, aujourd'hui, il n'y a pas de tableau des effectifs. Mais on va quand même travailler un peu dessus, puisque au précédent conseil municipal, nous avions créé un emploi fonctionnel de DGS pour une commune de plus de 10 000 à 20 000 habitants, et était resté ouvert, du coup, l'emploi fonctionnel de DGS pour une commune de 2 000 à 10 000 habitants. Et donc, le conseil municipal d'aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de supprimer le poste d'emploi fonctionnel de directeur général de service d'une collectivité de 2 000 à 10 000 habitants. Des questions? Pas de questions, je mets cette délibération en voix qui est pour l'unanimité. Madame Turbet, la délibération 14 concernant les goûters des accueils de loisirs sans hébergement, avec la création d'une tarification. Les enfants accueillis en accueil périscolaire du soir ou en accueil extrascolaire du mercredi ou des vacances bénéficient d'un goûter en fin d'après-midi. Le goûter se trouve à la croisée de plusieurs enjeux majeurs pour notre collectivité. La santé des enfants, le soutien à l'économie locale, la lutte contre les inégalités ou encore l'éducation à une consommation éco-responsable. Le goûter est un repas structurant pour l'enfant, et s'il est varié, équilibré et issu d'une production durable, il contribue à une croissance saine. Le Programme national nutrition santé, dans ses recommandations pour
Les enfants et les ados prônent ainsi la prise d'un goûter quotidien dans l'après-midi et à heure régulière. Aussi, afin de suivre également les recommandations de la diététicienne du Cibor du Médoc, dont la collectivité est membre et la demande des parents d'élèves, la ville souhaite proposer de manière systématique un fruit en plus d'un goûter basé sur un produit céréalier moins laitage. Le coût de revient de l'opération est estimé à 0,64 € par goûter. Il est proposé que les familles participent à la dépense à la hauteur de 50% en fonction de leur quotient familial et selon la grille tarifaire annexée à la présente délibération. Je voulais quand même préciser que c'est un accord avec les parents d'élèves. Donc, ils étaient tout à fait d'accord pour demander une petite participation sur le goûter. Et ils nous avaient demandé également de rajouter un fruit à chaque goûter, ce qu'on fait. Et je remercie Annie Jo pour son travail qu'elle a effectué. Donc, voilà. Merci Madame Turbet. Des questions? Madame Chartier. Alors, nous sommes très étonnés de ce choix politique. En effet, vous êtes socialiste, vous en avez parlé dès le début, pendant le conseil, du projet pour lequel vos amis ont été élus. Toute la campagne législative de ces derniers jours est pour l'école gratuite, la cantine gratuite. Et là, vous nous faites voter un tarif pour le goûter des centres de loisirs. Au-delà de notre étonnement, ne serait-il pas envisageable d'inclure ce tarif dans le tarif global? Madame Valéjo. Moi, je voudrais simplement vous dire que la municipalité donne 85 450 goûters par an. Actuellement, les goûters n'étaient pas du tout en adéquation avec la diététique. Donc, c'était souvent des morceaux de brioche, il n'y avait pas de fruits, il y avait très peu de laitage. Donc, on a refait tout ça. Et pour 85 450 goûters, on va réclamer, effectivement, entre 5 centimes et 45 centimes suivant le quotient familial. Je pense que ce n'est pas quand même un très gros effort. C'est-à-dire que les deux premiers quotients familiaux vont payer 5 centimes le goûter, le deuxième 10 centimes. Et c'est des goûters qui vont nous revenir au minimum à 60 centimes chaque goûter. Voilà. Merci pour ces précisions importantes, Madame Valéjo. La gratuité, c'est un projet d'État, Madame Chartier. Ce n'est pas un projet de la ville de Pampelune. Donc je suis contente, effectivement, que le gouvernement se met en place. Et j'espère qu'effectivement, il y aura la gratuité. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est comme quand le gouvernement actuel a mis en place un grand effort de publicité, le repas à 1 €, ici il était à 50 centimes. Voilà. Je mets donc cette délibération au voie. Pardon? Juste répondre à Marie-Laetitia Chartier qui demande la question pourquoi est-ce qu'on ne l'inclut pas dans les autres tarifs. Là, on crée un tarif, donc il faut que ça passe par le conseil municipal. La difficulté qu'il y avait d'intégrer les autres tarifs, c'est qu'on n'a pas de tarif avec goûter, puisque jusqu'à maintenant, on ne le facturait pas. Donc, je prends un exemple tout très simple. On facture une demi-journée d'ALSH, mais que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est le même tarif, puisque c'est la demi-journée qui est facturée. Alors que le matin, il n'y a pas de goûter. Donc, pour montrer la valeur réelle du goûter, c'est par cette délibération qu'elle est proposée, et ça permet de ne pas avoir à chambouler tous les autres tarifs, puisque là, ça met en évidence le coût qui est facturé aux familles pour le goûter, exclusivement le goûter. Jean-François, quel est le montant prévisionnel de ces recettes, s'il vous plaît? 21 923, 90 000. C'est précis. Absolument. Merci bien. Ce qui combinera totalement le prix du goûter. Le prix du goûter, c'est 54 000 € là, en total, donc ça ne comprend pas tout. C'est ça. Il y a déjà un montant qui est budgétisé. Voilà. Et qui n'est pas actuellement facturé. Et sur l'ensemble des services offerts par la municipalité, qui sont nombreux, la charge qui reste, la charge à l'usager ne s'acquitte qu'en moyenne que de 30% de ce que ça coûte. La ville de Pampelune fait d'énormes efforts de ce côté-là.
Je mets donc cette délibération au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Merci pour ce travail. Pour le bien de petits. Madame Turgot, toujours, la délibération 15 avec la modification du règlement intérieur des accueils scolaires et extrascolaires. Les accueils périscolaires sont ouverts aux enfants des écoles maternelles avant et après la classe, ainsi que pendant la pause méridienne. Les accueils extrascolaires sont ouverts aux enfants les mercredis et les vacances scolaires. Le règlement intérieur de l'accueil de loisirs présente les modalités d'inscription et de fonctionnement, la participation des familles, les règles de sécurité, de bonne conduite et le rôle de l'équipe d'animation. Il est proposé d'apporter des modifications au présent règlement intérieur pour des précisions ou des modifications sur l'organisation du service de va-et-vient, les modes de réservation des mercredis et du service de va-et-vient, la possibilité d'accueil des enfants de plus de 32 mois dans des situations d'urgence. Merci. Simplement noter le départ de Madame Luta à 19h46 et elle m'a donné son pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions? Comme on en a délibéré, qu'on en a parlé en commission, on a eu la chance d'avoir une commission, il n'y a pas de question. On a apporté toutes les modifications sur le règlement. Voilà. Je mets donc cette délibération au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Madame Sox, la délibération 16, s'il vous plaît, pour les logements relais, la redevance d'occupation. Notre ville s'est depuis plusieurs années engagée dans une politique de production de logements accessibles au plus grand nombre. Cette politique repose sur plusieurs axes. Tout d'abord, l'offre locative a été considérablement enrichie suite à la réalisation de plusieurs opérations de logement conventionnés ces dernières années. Le CCS de Parencuire joue un rôle essentiel dans l'orientation et l'assistance des familles pour constituer des dossiers de demande de logement conventionnés. En parallèle, la ville s'est associée à Bordeaux Métropole dans la mise en œuvre d'un programme d'intérêt général, soit le réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole. Le plan local pour l'habitat avait effectivement mis en évidence l'agglomération des gisements de logements vacants et de qualité médiocre et confirmé l'enjeu que représente le parc privé en termes de mal logement. Enfin, la ville a souhaité compléter cette politique par la mise en œuvre d'actions en faveur de ses concitoyens les plus fragiles. La ville dispose de 3 logements relais destinés à des personnes momentanément privées de domicile, dont l'accompagnement social est assuré par le CCS de Parencuire. Dans le cadre de cet accompagnement, il apparaît opportun de solliciter des bénéficiaires une redevance proportionnelle aux ressources du foyer. Il est proposé donc de fixer cette redevance à 15% de l'ensemble des ressources du foyer, dans la limite d'un plafond maximum de 300 €. Dans l'hypothèse où l'occupation serait inférieure à un mois, ce qui peut arriver, le montant serait proratisé en fonction du temps passé sur la base de 30 jours. Donc voilà, je vous demande donc d'autoriser Madame Hiver à signer tout document relatif à ce sujet. Est-ce que vous avez une question aussi, Madame Lalande? Quand vous parlez de logements relais, vous parlez des logements d'urgence. Vous parlez de ressources. J'ai géré pendant 6 ans des logements d'urgence et je peux dire qu'il y en a qui n'ont aucune ressource. Les personnes qui sont financées de leur famille, par exemple, rejetées, telles que dans des violences, par exemple, les femmes sans travail, etc., qui sont rejetées. Vous avez également des personnes qui sont en titre de séjour mais n'ont pas de travail et qui n'ont pas de logement. Donc, toutes ces personnes-là seraient-elles privées du logement? Madame Sox, allez-y. Non, je ne pense pas, elles ne seront pas privées. Si elles n'ont pas de revenus, bien évidemment, on ne les laissera pas dans la rue. Parce que tel que c'est précisé, enfin, ça n'est pas précisé dans la DSI. C'est précisé que c'est 15% de l'ensemble De des l'ensemble. ressources. S'il n'y a pas de ressources, Il n'y aura pas. il est 15% zéro. Non, c'est bien de préciser. Voilà, je vous redis, et je pense que Madame la Présidente nous soutiendra dans cette acte. Nous ne laissons jamais personne dehors. Mais,
bien de le préciser. D'autre part, je voulais savoir, dans les logements, que vous incluez les logements qui sont Emmaüs mis à notre disposition. C'est pas Emmaüs qui est à notre disposition, c'est des logements qui sont à nous. Oui, qui sont à nous. Mais ça, Oui. ce sont Sur les délibérations, on voit qu'il est pour l'unité d'inscrits. Monsieur Vervieux, pour la 17, avec les ventes aux enchères publiques, véhicules, engins et matériel réformés. Le matériel des services techniques dont nous n'avons plus l'utilité ou qui est en état relativement obsolète, il est proposé de le valoriser et de le vendre aux enchères. Et pour cela, il faut cette délibération pour autoriser Madame le maire à le mettre en vente aux enchères avec le concours des domaines de la cité administrative, le service de l'État, de la DGFiP. Des questions? Oui, monsieur Bernard. Oui. Lorsque vous abattez des arbres, j'aimerais savoir si vous pouvez le rentrer là-dedans, si ça part pour aider des personnes de la commune. Quand il y a des arbres qui sont abattus sur notre commune, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que ça ne pourrait pas rentrer dans ce genre de choses? Je ne pense pas. Quand nous abattons les arbres, d'abord tout dépend du type d'arbre, de la taille de l'arbre, de la forme de l'arbre. Dernièrement, j'ai été agréablement surprise de voir le travail des services techniques qui ont fait des bancs dans nos arbres qui ont été abattus. À Arnaudot, là-bas. Donc c'est particulièrement intéressant. Et non, non. Ça ne rentre pas dans les ventes au domaine. C'est pas comme si nous étions une exploitation forestière ou peut-être on peut. Là, c'est au cas par cas. Non, mais c'était pour que ça revienne aux indigents. Ça aurait pu être une solution aussi de ces morceaux d'arbres qui quelquefois pourrissent. Mais c'est pas possible. Les indigents les aident par d'autres moyens aussi. Mais nous avons une commune très riche, avec des habitants qui ont des revenus. Regardez les chiffres de lycée, vous verrez. Je mets cette délibération aux voix. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. La 18, monsieur Dervieux, avec le renouvellement des services de téléphonie et d'Internet, avec le contrat de commande entre la ville et le CCS de Port-en-Cuire. Notre groupement arrive à échéance au 31 décembre 2024, c'est juste pour pouvoir le renouveler. Pour cela, il faut l'apport du conseil municipal, c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui. Et il faudra que la même délibération soit prise par le conseil d'administration du CCAS pour que le mouvement de commande soit fait entre la commune et le CCAS de Port-en-Cuire. Il y a des questions, Madame Lalanne? Concernant ces équipements, ne serait-il pas intéressant financièrement de mutualiser avec Bordeaux Métropole? Est-ce qu'il y a une étude comparative qui a été faite? Alors oui, s'il faudrait mutualiser tout ce qui est informatique. Et pour l'instant, nous n'avons pas fait ce choix-là, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est un coût financier, et tout ce qui va avec. Pour l'instant, ça reste vide. Sur la téléphonie et sur Internet, c'est pas forcément pertinent dans l'immédiat, d'autant de par l'expérience qu'il y a eu pour les communes qui l'ont faite. J'ai en souvenir le maire d'une commune très proche de chez nous, où la collectivité avait mutualisé la téléphonie, elle a attendu plus de 6 mois avant d'avoir un nouveau téléphone. C'est une difficulté. 6 mois pour un maire d'une commune, c'est... Donc l'inconvénient est trop important par rapport aux avantages proposés en téléphonie et en Internet. On y réfléchit sur la partie informatique, notamment parce que la partie informatique, il y a une obsolescence qui est de plus en plus importante et rapide. Mais en l'état actuel des derniers calculs qu'on avait faits, ce n'était pas encore pertinent. Je ne l'ai pas encore, ça risque de devenir très rapidement avec l'évolution. Mais sur la téléphonie et Internet, pour le moment, les inconvénients sont supérieurs aux avantages, et donc ce n'est pas pertinent pour une commune comme la nôtre, celle de Port-en-Cuire. Bordeaux avec le volume qu'ils ont, ou Mérignac avec le volume qu'ils ont, là c'est particulièrement pertinent. Nous, sur Port-en-Cuire, on a en plus des sites qui sont relativement proches les uns des autres, donc on n'est pas avec la même problématique. Si on avait eu des sites qui étaient répartis sur plusieurs zones, je pense à Saint-Médard-en-Jalles par exemple, avec les services techniques qui sont extrêmement. Sur la problématique de Port-en-Cuire, ce n'est pas encore pertinent. Et pour l'informatique, ce n'est pas non plus à l'ordre du jour. Non, regardez pas. Un ex-DG avait regardé, mais ce n'est pas faisable aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, vous avez votre micro ouvert. Pas d'autres questions, je mets cette délibération au voix. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Madame Guilbault, la délibération 19 pour une subvention à l'association Parents Pierre Verticale, s'il vous plaît. L'association de Parents Pierre Verticale qui a un... Madame Guilbault, je vais vous interrompre. Je vais vous demander de vous déporter pour cette délibération. Pardon. Ah oui, tu restes là. Monsieur Dervieux. Je ne me déporte pas et je voulais la délibération. Il y a une demande de subvention exceptionnelle pour l'association Parents Pierre Verticale l'association a déposé en avril 2024 une demande de subvention exceptionnelle pour l'achat de 2 lots de prise escalade, impact chrono version duo, les voyants lumineux, les buzzers, alors tout l'équipement pour les nouvelles infrastructures qui sont arrivées. Et c'était intéressant financièrement pour nous, ça passe par l'association parce qu'elle bénéficie de tarifs plus intéressants que ce que nous aurions pu obtenir. Donc c'est l'association qui a payé et donc il vous est demandé aujourd'hui de reverser le montant exact de ce qui a été payé par l'association. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Aguirre. Oui, Aguirre. Simplement pour savoir, comme il y a eu des nouvelles installations, donc en ce qui concerne l'association Parents Pierre Verticale, le nouveau matériel a été contrôlé. Est-ce qu'il y a eu des délais de contrôle? Tout a été dans l'ordre. Est-ce qu'on aura accès à ces délais de contrôle? Et après, est-ce qu'une convention a été établie entre l'association et la mairie? La mairie engagera sa responsabilité. Déjà, je réponds par rapport, il y a eu un contrôle puisqu'il y avait un matelas qui n'était pas à la bonne taille et qui a été changé. Puisque normalement, il pouvait y avoir un risque si un grimpeur tombait, mettait son pied là, pouvait se péter une cheville. Donc le matelas a été changé, donc il y a eu un contrôle, tout a été fait dans les règles de l'art. Monsieur Lagarrigue, pour la énième fois, nous avons des organismes de contrôle qui contrôlent tous les bâtiments, toutes les installations, et avant de mettre en service, alors là nous parlons d'un mur d'escalade, bien sûr qu'il y a eu des contrôles, puisque la responsabilité du maire notamment est engagée. Donc les organismes sont agréés et nous le faisons comme il se doit à chaque fois. Et si ça vous fait plaisir de venir consulter ces documents, nous le ferons encore. Et nous savons par avance que de toute façon, vous les contesterez. Madame le maire. Alors, j'ai remis, monsieur le Garrigue, mais vous pourriez être correct. J'ai remis à monsieur le DGS, il y a quelque temps, quand il est arrivé un document, effectivement, les anomalies sur le matériel sportif. À ce jour, je n'ai pas de réponse. Et j'ai constaté que les anomalies n'avaient pas été gérées. Mais si je peux le dire quand même, qu'il y a quand même il y a des problèmes. Des problèmes de sécurité parce qu'il y a certains panneaux encore qui ne sont pas aux normes. Excusez-moi de vous le dire, de vous le redire. J'ai remis tous les documents à monsieur le DGS avec les plans des différents matériels. Ce sont des matériels que j'ai livrés avec la société que vous critiquez d'ailleurs, que j'ai livrés en 2000, dans les années 2000, ils ne sont toujours pas aux normes. Il faut les mettre aux normes. J'avais fait un document, je n'ai jamais eu de réponse. C'est bénévolat, madame le maire, c'est bénévolat. J'ai pas compris, vous avez livré du matériel pas conforme? Ah oui, parce qu'il faut savoir, madame le maire, ce qu'il faut savoir, madame le maire, c'est que le matériel évolue dans les règlements. D'accord. En 20 ans, vous vous rendez compte, on est en 2024, je l'ai livré en 2020. Vous n'avez fait aucune réparation, aucun entretien. Donnez-moi la perche, ça va y aller. Là. Monsieur Lagarrigue, quand un organisme de contrôle, il y a plusieurs niveaux. Il y a où le matériel est obsolète, cassé, usé et on ne peut pas s'en servir, ou après il y a des observations mineures qui n'empêchent pas le fonctionnement du matériel. Donc les organismes, si nous avaient dit il faut fermer cet équipement, nous l'aurions fait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes en conformité avec la réglementation et c'est certifié. Ben, vous pouvez dire non, mais les organismes de contrôle certifiés disent que oui. Voilà, merci monsieur Lagarrigue de vos observations habituelles. Je mets donc cette délibération au voie pour la subvention du Parents Pierre Verticale. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Et madame Guilbault pour la subvention exceptionnelle pour le Molki en Médoc. Et le Molki qui a participé à sa première participation au championnat de France Interclub, qui a eu des dépenses d'un montant de 340 €, et donc il demande une aide de 50% de ce budget, c'est-à-dire 170 €.
Ce montant représente le déplacement et puis le logement en terrain de camping en mobile. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Chartier? Alors, j'ai une question qui m'interroge sur les subventions des associations, parce qu'on a bien précisé de plus en plus que les subventions devaient être exceptionnelles. Il s'avère que cette association a bénéficié d'une subvention de 200 € l'année dernière à la même période. Donc, en l'occurrence, ça a un côté un peu récurrent. Donc, ça, c'était juste pour vous l'ajouter. Ensuite, l'autre question, j'en profite parce que nous avions vu 3 subventions, notamment celle du Twerning, qui n'apparaît pas. Est-ce que cette association a eu la réponse à sa demande? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas voter quelque chose de négatif en conseil? Madame Bigot? Normalement, enfin, on en a parlé parce que je voulais vous tenir au courant, mais de toute manière, c'était déjà une subvention qu'on n'allait pas accorder pour différentes raisons. La première, c'est parce que déjà, ils ont, on va dire, j'ai toujours mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que souvent, ils organisent toutes les associations, quelles qu'elles soient, très souvent, ont plein de bonnes idées, les organisent et nous mettent devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas nous demander si on pourra les aider, de quelle manière qu'elle soit. Donc là, la somme étant quand même tellement très importante, et au vu des subventions annuelles qu'on leur donne, c'est pour cette raison aussi qu'on n'a pas accordé la subvention. Le Molki, c'est une petite association qui, de mémoire, touche 60 € par an. Donc c'est vrai que même s'ils s'investissent, même s'ils font des choses pour mettre de l'argent dans la caisse, c'est pas simple pour eux. Merci pour ces précisions. Oui, Madame Chartier. J'avais une autre question concernant le potentiel malus qu'il y aurait. Qu'en est-il des subventions pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez retravaillé vos dossiers et est-ce que les associations sont au courant de ces potentiels malus sur leurs subventions? Oui, parce qu'ils ont déjà eu le plaisir de les utiliser cette année, c'est-à-dire de remplir le nouveau dossier qui, oui, pour 31 décembre 2023, ils avaient ce dossier déjà avec les participations, le nombre d'adhérents, s'ils participaient au forum des associations, au défi sport, toutes ces choses qui étaient mises en place pour la commune. Bien, merci. De toute façon, il y a un règlement, il y a une charte qui est signée par les associations que nous soutenons, qui œuvrent utilement pour la ville et qui participent effectivement à la vie de la ville. Je mets donc cette délibération en voix qui est pour l'unanimité. Je vous remercie. L'envoi du bureau est activé. Je vous souhaite une très bonne soirée.